Merci beaucoup. Merci encore pour cette excellente invitation. Vraiment très honoré d'être avec vous aujourd'hui et d'être dans cette session valvulopathie qui est fort intéressante. Et du coup, moi, je vais parler d'une entité un petit peu nouvelle, on va dire, qui est donc l'insuffisance mitrale fonctionnelle ou secondaire, en me concentrant sur l'insuffisance mitrale dite atriale, quelque chose qu'on ne connaissait pas très bien il y a 5 ou 10 ans et qui est de plus en plus fréquent avec le vieillissement de la population et avec la persistance de fibrillation atriale importante. Et Patricio a parlé de l'insuffisance mitrale primitive. Dans l'insuffisance mitrale secondaire, autant que dans l'insuffisance mitrale primitive, ce qui est vraiment très important de garder à l'esprit pour chacun d'entre nous, c'est que le fait de faire une échographie cardiaque et de trouver une fuite mitrale dite moyenne, donc c'est moderate en anglais mais c'est moyen en français. Donc si on a une fuite mitrale dite moyenne, on a un pronostic qui est beaucoup plus sombre que si on n'a pas de fuite mitrale, quelle que soit la cardiopathie sous-jacente. Donc le simple fait de voir une fuite mitrale moyenne incite à un suivi plus strict, incite à se poser des questions pour savoir quand est-ce que l'on va prendre en charge cette fuite mitrale. Ceci a été montré dans un grand nombre d'études épidémiologiques et toutes ces études montrent bien que ces fuites moyennes sont importantes. Et comme par hasard, ces fuites moyennes sont très fréquentes chez les patients qui ont une histoire de fibrillation atriale permanente. Et donc, il faut se poser la question de savoir si ces patients doivent être traités médicalement, traités de leur fibrillation atriale ou traités de leur valvulopathie mitrale. Alors, la fuite mitrale fonctionnelle dite ventriculaire, on la connaît bien maintenant, c'est celle qui est liée à la dilatation du ventricule gauche, que ce soit symétrique sur un patient qui a une cardiomyopathie dilatée ou asymétrique sur un patient qui a une cardiomyopathie ischémique. Et on sait que cette fuite mitrale fonctionnelle dite ventriculaire entraîne un tenting des feuillets valvulaires, donc les feuillets valvulaires ne reviennent pas dans le plan de l'anneau en systole. Dans la fuite mitrale fonctionnelle dite atriale, c'est différent, dans la mesure où la fonction et la géométrie ventriculaire gauche n'est pas spécialement pathologique. Par contre, l'oreillette gauche se sphéricise et s'agrandit, mais surtout se sphéricise, et en ayant une sphéricité plus importante, l'anneau mitral va devenir plus plat, et non plus en forme de selle de cheval, et plus dilaté. Et de fait, cette forme circulaire et plate de l'anneau mitral va entraîner une fuite mitrale qui parfois est très sévère. Donc j'insiste, dans ces fuites mitrales dites fonctionnelles atriales, le fait d'avoir une fuite mitrale moyenne est associé avec un pronostic beaucoup plus sévère. Vous voyez que les patients qui ont 30 et plus de surface de l'orifice régurgitant sont vraiment des patients à beaucoup plus haut risque d'événements, d'hospitalisation et potentiellement de décès. Ce qui est embêtant, c'est que dans notre système de santé, en tout cas en France, on a un retard de prise en charge des patients parce qu'on manque de généralistes, parce qu'on manque de cardiologues, et quelquefois le patient qui a une fuite mitrale ventriculaire va développer un phénotype atrial parce qu'il va passer en fibrillation atriale, et surtout, celui qui a une fibrillation atriale va avoir initialement un phénotype atrial et peut évoluer vers un phénotype mixte, avec bien sûr un pronostic beaucoup plus sévère quand le phénotype atrial a entraîné une conséquence ventriculaire gauche. Donc l'idée, c'est vraiment de penser que le fait d'avoir une oreillette très sphérique, dilatée, en fibrillation atriale ou peut-être pas, associé à une fuite mitrale moyenne, justifie d'un suivi très strict. Parce que si on attend que le ventricule gauche se dégrade, le pronostic du patient, quoi qu'on fasse, sera beaucoup plus sévère. Donc c'est vraiment très très important. Alors après, du coup, je ne vais pas juste faire de l'échographie ou de la physiopathologie, je voudrais qu'on se mette en perspective et qu'on se pose des questions. Du coup, si j'ai un patient, là, lundi matin, 8 heures, au labo d'écho, qui vient avec une fuite mitrale moyenne, dyspnéique stade 2, qui est en fibrillation atriale depuis 15 ans, qui est traité pour une hypertension artérielle et un diabète, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'appelle mon collègue rythmologue pour ablater la fibrillation atriale ? Est-ce que j'appelle mon collègue chirurgien pour faire une plastie ou un remplacement valvulaire mitral ? Ou est-ce que j'envisage un traitement interventionnel ? Et dans notre centre, on a une toute petite tendance à implanter beaucoup de clips pour traiter ces patients qui ont des fuites mitrales dites secondaires. Donc je ne vais pas vous dire exactement ce que nous on fait, je vais essayer de dérouler les différentes possibilités et on va voir ensuite. Ce qui semble évident, c'est qu'on dit que tout ça c'est lié à la fibrillation atriale. Donc si c'est lié à la fibrillation atriale, traitons la fibrillation atriale.
Mais n'oublions pas que ces patients, j'ai dit qu'il était dyspnéique stade 2, celui que je vais voir lundi matin à 8 h. Donc il est symptomatique. Il a une fonction ventriculaire gauche préservée, mais il est dyspnéique stade 2. Il a donc, a priori, s'il a une oreillette gauche dilatée, une dysfonction diastolique, une fibrillation atriale, probablement une PAPS un peu élevée. Il a très certainement une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc du coup, avant d'appeler mon collègue rythmologue, que j'aime bien, mais quand même, je vais d'abord mettre des diurétiques, des bloqueurs du système, des bloqueurs des récepteurs aux minéralocorticoïdes et des glyphosines pour traiter l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ça va avoir un impact, ça va diminuer la fuite mitrale, ça va peut-être diminuer les symptômes, mais ça ne va pas diminuer la cause. Donc il va de toute façon falloir que je me repose la question de savoir comment je résous ce problème et comment je protège le patient sur le long terme. Alors, du coup, il y a un concept, on en a un tout petit peu parlé hier, on avait 7 minutes, donc je n'ai pas pu le détailler, mais c'est un concept important, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a donc des patients qui ont une cardiomyopathie atriale, c'est-à-dire que ces patients peuvent avoir un ventricule gauche plutôt correct, sans fibrose à l'IRM, et par contre, une oreillette gauche que je vous ai dit sphérique, et qui souvent est le siège d'une fibrose importante, et quand j'appelle mon collègue rythmologue, il part en courant et je n'arrive pas à le rattraper, parce qu'en fait, il ne veut surtout pas y aller. Il ne veut surtout pas y aller parce que souvent, il va avoir un échec d'ablation de fibrillation atriale et donc il préfère que je me débrouille avec mes médicaments. Donc il faut vraiment connaître ce concept de cardiomyopathie atriale, il est très important. Donc hier, je vous ai montré le papier de recommandation de l'IACVI, notre société d'imagerie cardiovasculaire. Par esprit de pluralité, je vous montre maintenant celui de HERA, donc des rythmologues. Mais en gros, le contenu est le même. En termes de physiopathologie, la seule chose, c'est que hier, je vous ai stressé beaucoup l'importance de l'imagerie pour faire le diagnostic positif avec le strain atrial et les dimensions ventriculaires. Dans ce papier de rythmologie, c'est un peu moins développé sur cet aspect-là. Donc le traitement médicamenteux, le traitement médicamenteux, et là vous allez dire tiens il est hors sujet, il montre des images de fuite tricuspide. Bah oui parce que je suis amoureux des fuites tricuspides donc je ne peux pas m'empêcher de mettre une fuite tricuspide quelque part. Mais c'est surtout, et pas que pour ça donc, parce que quand on a une fuite mitrale atriale, on a souvent aussi, et peut-être surtout, une fuite tricuspide atriale, surtout chez la femme. La femme hypertendue, qui est en fibrillation atriale permanente, a souvent une tendance à dilater plus son oreillette droite que son oreillette gauche, et donc on a souvent des patients ou des patientes qui ont une fuite tricuspide qui est prédominante, une fuite mitrale qui est peut-être un peu mise de côté, mais donc dans la logique, et c'est pour ça que moi je traite la fuite mitrale et Julien traitera de la fuite tricuspide tout à l'heure, on va d'abord traiter la fuite mitrale et après la fuite tricuspide, pas l'inverse, surtout pas l'inverse. Et donc pour traiter cette fuite, on a dit, donc le rythmologue, il est parti en courant, je n'ai pas pu le rattraper, mais j'ai quand même mis en place mes traitements et on va voir ce qu'on va donner les traitements de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, mais souvent, je vais être obligé de monter les diurétiques et le patient va potentiellement rester symptomatique. Donc, puisque le rythmologue est parti et que je n'ai pas réussi à le choper, eh bien, je vais quand même me débrouiller tout seul en tant que petit cardiologue de base, mais avec quelques petites connaissances de rythmologie, je vais juste faire un choc électrique. Et donc, je fais un choc électrique, et en faisant mon choc électrique, je suis quand même content, parce que j'améliore mon patient, dans un certain nombre de cas, quand j'arrive à rétablir le rythme sinusal, ce qui n'est pas si exceptionnel que ça, finalement. Et donc, après avoir mis en place le traitement médicamenteux, après avoir normalisé la volémie, je vais peut-être tenter un choc électrique externe dans l'optique que ça va peut-être entraîner un remodelage des oreillettes et peut-être réduire significativement ma fuite mitrale et potentiellement ma fuite tricuspide. Bon, c'est un peu optimiste ce que je viens de vous dire, parce qu'en fait, quand on regarde l'effet de cette correction de la fibrillation atriale, que ce soit par ablation ou par choc électrique, ça marche un peu, mais ça marche un peu. Ça ne marche pas à fond. Donc du coup, il faudra sans doute faire quelque chose d'autre. Et vous voyez, quand vous prenez ici une cohorte de patients qui avaient été ablatés de fibrillation atriale, bon, ok, on a moins de fibrillation. Alors, je me tente à sortir le laser, voilà. On a moins de fibrillation atriale après ablation de fibrillation atriale quand la fibrillation atriale est traitée efficacement. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de récurrence et de toute façon, il va rester une fuite mitrale quand même dans un nombre significatif de patients. Donc, traiter la fibrillation atriale, c'est super bien. C'est sans doute une bonne chose. Faut-il le faire avant de traiter la fuite mitrale ou après? Ça, pour l'instant, on n'a pas d'études. Nous, dans notre centre, on aura plutôt tendance à le faire après si la fuite mitrale est vraiment sévère. Pourquoi est-ce qu'on va traiter la fuite mitrale? Du coup, parce que je vous ai dit que le patient était symptomatique et que quelquefois, malgré le traitement médical, le patient reste fortement symptomatique. On n'a pas beaucoup de données dans la littérature,
Mais ce qu'on sait, c'est qu'a priori, le traitement par clip de ces fuites mitrales dites atriales est plutôt favorable. Et on a des résultats qui sont souvent très bons, peut-être même un peu meilleurs que dans les fuites ventriculaires. Et donc on sait que le traitement par clip, qui maintenant est utilisé presque quotidiennement depuis une dizaine d'années dans notre centre, eh bien, il est vraiment très efficace quand on a bien corrigé la fuite. Et l'avantage de ce traitement par clip, si on y a accès, c'est que le patient rentre le matin, il peut sortir le soir ou le surlendemain, mais il va rester 24 heures à l'hôpital avec un risque de complication qui est de l'ordre de 1 à 2%. Donc c'est vraiment très faible. Donc durée courte d'hospitalisation, le patient peut retourner travailler le surlendemain et on est vraiment très bien pour la qualité de vie du patient. Et le problème, c'est qu'il faut être sûr que l'on va être très efficace dans le traitement de la fuite mitrale. Et donc du coup, je reviens à l'échographie parce que bien sûr, tout est une histoire de compréhension de la pathologie. Et du coup, on a des indices qui vont nous dire si on est bon ou pas bon pour traiter la fuite mitrale. Donc déjà, on peut s'intéresser à cet indice, donc ce leaflet to annulus index que vous avez sur la diapositive. Et bien sûr, si on attend, on avait parlé de ça un petit peu hier sur la taille de l'anneau, si on attend que l'anneau mitral fasse 60 mm, bien sûr, les feuillets mitraux, ils ont peut-être une petite propension à se remodeler, mais jamais des valves mitrales antérieures et postérieures vont couvrir un anneau de 60 mm. Donc ça veut dire que si on veut traiter par clip, on va tirer à fond sur les feuillets et on s'expose à un risque de résultat insuffisant. Donc il faut faire attention et ne pas attendre que l'anneau mitral soit trop dilaté. Moyennant quoi, on a quand même des résultats qui sont souvent satisfaisants si on traite le patient tôt. Et donc il faut traiter le patient tôt avant que l'anneau mitral soit au-delà de 50 mm le plus souvent. Et après, il y a quelque chose pour lequel il faut faire très attention. On a dit que c'est une dilatation et une sphérécisation de l'anneau mitral liée à la dilatation et à la sphérécisation de l'oreillette gauche. Donc on s'attend à un type Carpentier 1 avec une fuite centrale. C'est ce qu'il y a sur cette partie-là de la diapositive, là, hop, ici. Donc là, c'est la fuite mitrale atriale, ici, qui est classique. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, et sans doute pour les patients pour lesquels on a trop attendu, on va avoir ce type de fuite mitrale atriale. Et donc là, c'est plus un type 1, c'est un type 3B, avec en fait une sphérécisation tellement marquée de l'oreillette gauche que l'anneau mitral se trouve invaginé dans l'oreillette gauche, entraînant une restriction du feuillet postérieur et un pseudoprolapsus du feuillet antérieur. Donc cette invagination de l'anneau mitral dans l'oreillette gauche est un vrai problème, ça fait une fuite excentrée, plus difficile à quantifier, mais aussi plus difficile à traiter. Et donc le résultat que l'on obtiendra et le pronostic du patient sera beaucoup plus défavorable que si on arrive à traiter le patient au stade où il est en Carpentier de type 1 avec un jet de régurgitation qui est central. Donc ce que je vous montre là avec la différence 3B et 1, c'est vrai bien sûr pour le traitement par clip, mais on imagine bien, et j'imagine que les chirurgiens dans la salle seront d'accord avec moi, pour dire que c'est aussi beaucoup plus compliqué pour le chirurgien si on envisage une réparation valvulaire. Si je reste sur le clip, c'est parce que c'est vraiment notre pratique. À Rennes, si vous avez une fuite mitrale secondaire, vous n'allez pas en chirurgie. Jamais. Le chirurgien ne veut pas vous opérer. Pour une raison très simple, c'est qu'on sait très bien que la plastie mitrale, l'annuloplastie, est souvent décevante sur le long terme et que le remplacement valvulaire, c'est moins bien que la réparation. L'avantage du clip, si on y a accès et si on a beaucoup l'habitude de cette technique, c'est que c'est une réparation valvulaire avec une durabilité qui est infinie. Il n'y a pas de dégénérescence de clip, il n'y a pas de récidive de fuite mitrale une fois qu'on a traité par clip une fuite mitrale. Mais par contre, il faut, comme disait tout à l'heure Patricio sur les chirurgiens qui font des plasties mitrales versus ceux qui font des remplacements, là aussi c'est pareil, il faut que l'équipe soit entraînée. Il faut que l'équipe soit entraînée pour ne laisser aucune fuite à la fin de la procédure. Plus on laisse une fuite, plus le pronostic sera défavorable. Et quelque part, là, il y a un truc qui va vous choquer, c'est qu'on préfère avoir un petit degré de sténose mitrale que d'avoir une fuite résiduelle. C'est-à-dire qu'on préfère avoir un gradient moyen post-intervention à plus de 5 mm de mercure que d'avoir une fuite mitrale résiduelle. Donc on se fait tout pour supprimer complètement la fuite, quitte à être un tout petit peu obstructif. Et ça, c'est vraiment important. Mais néanmoins,
dans un monde idéal, on traiterait les patients avant qu'ils aient une oreillette trop dilatée, avant que l'anneau mitral soit trop dilaté. Et si c'est trop dilaté, je vous ai montré cet index sur lequel je suis passé un peu vite, parce que c'est vraiment pour les malades les plus graves, et ces malades les plus graves, on ne peut pas les traiter par clip parce qu'on s'expose à un risque qui va être de déchirure de feuillet. Et pareil, pour le chirurgien, s'il veut faire une annuloplastie restrictive, c'est comme s'il prenait un ballon de baudruche et qu'il serrait le milieu du ballon de baudruche, ça ne va pas être très efficace. Donc là, on va plutôt avoir recours aux prothèses. Et donc là, du coup, puisque ce sont des patients souvent âgés, en fibrillation atriale, avec des comorbidités, c'est vrai que le chirurgien n'est pas très favorable à aller mettre une prothèse chirurgicale. Et donc, c'est un peu l'avenir des prothèses percutanées, qu'elles soient en position mitrale ou tricuspide, pour corriger ces anneaux mitraux qui sont extrêmement pathologiques. Donc pour finir, puisque j'ai dépassé mon temps, donc ce qui est important, c'est de bien faire l'échographie et de bien comprendre le mécanisme. Soit vous avez affaire à un patient de Patricio, primitif. Non, je n'ai pas dit que Patricio était primitif. Soit vous avez affaire à un patient secondaire, fonctionnel, du coup j'en perds mes mots. Et si c'est fonctionnel, il faut savoir si c'est le ventricule qui est pathologique ou si c'est l'oreillette qui est pathologique. Et méfiance, il y a des fuites mitrales atriales qui ont des jets excentrés. Sachez parler au rythmologue, sachez parler à l'insuffisant cardiacologue, sachez augmenter les diurétiques et sachez discuter avec le chirurgien en fonction des conditions locales pour savoir si on va vers une chirurgie ou un traitement percutané. Mais en tout cas, il faut toujours optimiser le traitement médical puisque c'est une fuite mitrale secondaire. Qui dit secondaire, c'est qu'il y a un substrat sous-jacent et ce substrat sous-jacent, il est traité par les médicaments. Et puis après, chirurgie, nous pas trop, mais intervention percutanée, oui, beaucoup. Et on essaye au maximum de respecter la valve en faisant une réparation par clip. Et quand c'est vraiment pas possible parce que le patient est trop grave, on envisagera le remplacement. Mais bien sûr, après une discussion pluridisciplinaire incluant anesthésie, chirurgien, gériatre et autres. Je vous remercie.